Ici Bourblanc, les Limougeaux parlent de Limougeaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 7e numéro de BBC. Et c'est le premier numéro de la saison. BBC Beaublanc Basket Club, un podcast 100% CSP avec de vrais supporters du Limoges CSP. Pour ce 7e numéro, nous avons comme d'habitude deux invités ce soir qui, comme le veut un peu la tradition, sont aussi deux tweetos acharnés. Le premier est connu sous le pseudo de Bonatoto. Non, ce n'est pas Yann Bonato, mais tout simplement Thomas. Salut Thomas. Bonsoir à tous. Et le deuxième est alors quand je dis acharné, du petit oiseau bleu, il vient de dépasser le cap des 21 000 tweets quand même, excusez du peu, et apparaît sur les réseaux sous le nom un peu compliqué et alambiqué de Caducé, Be a Tree Argile. Ça mérite peut-être une petite explication ? Oh, c'est une émission qu'on aime bien sur Internet. Bon, ton prénom, ça sera plus simple. Benjamin. Bon, allez, on va partir sur Benjamin pour l'émission, hein, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Et pour nous accompagner, bien évidemment, le spécialiste basket du Populaire du Centre, Kevin Cao. Salut Kevin. Salut. Pour commencer, on va respecter la petite tradition des 5 majeurs et je vous ai demandé cette fois-ci, en cette semaine européenne, de me préparer un 5 majeur de joueurs ayant remporté une Coupe d'Europe. Alors je vais y aller en premier. Je mets à la main Jean-Michel Sénégal, Ed Murphy, Yann Bonato, Stéphane Ostrowski au poste 4 et Apollo Faye dans la raquette. Qui veut continuer ? Benjamin, à toi. Moi, j'ai fait aussi un 5 très français. Moi, j'ai mis en numéro 1 Fred Forte, en numéro 2 Richard Dacoury, en numéro 3 Yann Bonato, en numéro 4 Jim Bilba et au poste de pivot Frédéric Weiss. Voilà, donc on reste dans du JFL. Hein. C'est ça. Thomas, quel est ton 5 ? On va retrouver des joueurs qui ont déjà été cités. Alors moi, pour l'axe 1-5, j'ai voulu mettre l'accent sur des joueurs qui sont passés par Limoges, qui ont commencé par Limoges, pour parler un peu de formation peut-être après plus tard. Donc j'ai mis Stéphane Dumas et Fred Weiss, donc l'axe 1-5 de 2000, avec Yann Bonato à l'aile. Parce que voilà, moi, le trophée de 2000, forcément, c'est celui qui, en termes d'âge, m'a le plus marqué. Ed Murphy pour compléter pour les premières Corac. Et puis Jim Bilba, quand même, il fallait une touche de 93 dans la raquette. Forcément. Et toi, Kevin ? Moi, je l'ai fait à l'instant. Ça regroupe les différentes époques. Alors, bonne préparation. Ouais, très bien préparé cette émission. À la main, Zdoche, à l'aile, Murphy et Dacoury. Et dans la raquette, des Français, Ostro et Apollo. Bon, voilà. Bon, ça serait pas mal. Hein. Ça pourrait, au meilleur de leur forme, ça pourrait regagner des Coupes d'Europe. Hein. Ou peut-être pas mal figuré, en tout cas. Ouais, je pense que ce serait meilleur qu'hier soir. Ouais, il y a des chances. On commence ce podcast de la meilleure des manières en écoutant notre rubricard préféré. J'ai nommé Captain Bretzel, qui, fort d'une conscience professionnelle qui l'honore, nous a envoyé sa rubrique de Londres, où il est actuellement en pèlerinage du côté d'Abbey Road. Eh bien, on l'écoute. Hello, my dear Jean-Christophe. Le Populaire du Centre est décidément un opuscule qui sait mettre au travail ses généreux bénévoles. Alors que je me morfonds dans quelques pubs anglais du nord de Londres, vous me demandez donc de déflorer cette nouvelle saison de BBC d'une chronique. Il n'y a pas que l'Albion qui est perfide, dites-moi. Nous voilà donc partis pour une nouvelle saison, après 1 an et demi passé dans une atmosphère aussi sombre que le fond de la Guinness qui me nargue. À défaut d'être sexy comme une anglaise rougeaude en fin de soirée, le recrutement estival paraît correct. Il faut dire que le réaliser avec un coup de l'argent, un coup pas de l'argent, un coup un cadavre re-signé 2 ans dans le placard, ça ne doit rien avoir d'évident. Pour tout vous dire, my dear Jean-Christophe, cette intersaison et le début de saison m'ont un peu ennuyé. Un club ouvert vers ses supporters, un manager et un coach qui communiquent, non vraiment ça emmerdait. Il ne manquerait plus qu'on échappe aux éternelles crises de novembre et février. Dieu merci, la défaite inaugurale en Eurocup nous permet de nous emporter un peu. Pour la suite, la perpétuelle roadmap de la qualification en play-off me paraît réaliste. On notera quand même cette glorieuse incertitude du tirage au sort de la LNB qui nous fait jouer d'entrée Lasvel, Monaco et Paris. Le hasard aurait voulu nous plomber le début de cette saison à 3 relégations qui n'y s'y serait pas pris autrement. Bref, je pars à présent m'encanailler du côté de Whitechapel, my dear Jean-Christophe. Mes amitiés à vos collègues Kevin et Mathieu. Faites-nous rêver encore cette année. Je ne sais pas si la JP Elite aura le bonjour d'Alfred, mais en attendant, God save le CSP. Voilà pour cette rubrique. Une petite réaction, Benjamin ? Oh, il est revenu en forme, lui aussi. Ah, puis il va prendre des forces en Angleterre, là, apparemment, avant le début de saison, de Thomas. Ouais, une chronique placée sous le signe d'Edgy Glitch et de London Parenthèse, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Kevin ? Very, very good guy, Captain Bretzel. Bon, allez, c'est parti. On enchaîne tout de suite avec la suite de ce podcast et le premier débat. Messieurs, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce Limoges CSP 2019-2020 ? Alors,
on va pas trop s'emballer sur ils vont aller en play-off ou les choses comme ça. On va peut-être parler d'équilibre d'équipe, de poste 3. Est-ce qu'on est suffisamment équipé là à ces niveaux? Allez, qui commence? Benjamin, je t'écoute. Mais moi, l'équipe sur le papier, je la trouve quand même relativement équilibrée. J'ai pas l'impression qu'on ait de postes qui soient, on va dire, trop forts ou trop mauvais. L'attitude aussi, pour l'instant, me plaît bien. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu effectivement les joueurs ensemble comme ça, que ce soit dès le premier entraînement ou après, pendant les matchs, où on les voit qui parlent beaucoup, qui se réunissent sur le terrain. Alors bon, Conklin joue beaucoup là-dedans, hein, parce qu'il est revenu, du coup il a bien repris le leadership de l'équipe. Mais c'est vrai que voilà, moi les attitudes déjà me plaisent par rapport à certaines périodes qu'on a eues l'année dernière notamment. Après, voilà, il y a du boulot. Ouais. Donc il y a un état d'esprit, ça je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Maintenant, effectivement, est-ce que Benjamin dit que l'équipe est à peu près équilibrée? Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Alors sur le papier, je suis assez d'accord. Moi sur le papier, le recrutement me paraissait pas forcément idiot. Alors à part, moi j'ai mis toujours une réserve sur cette histoire du 6e joueur étranger. Bon, est-ce qu'on aurait pu faire autrement ou pas? C'est quelque chose qui me gêne un peu. Il y a des profils qui me plaisent sur le papier. Après, aujourd'hui, la musique prend pas très très bien. Je pense par exemple aux 2 JFL à l'extérieur, Nicolas Lang et Hugo Vernizzi. Moi, sur le papier, je trouve que c'est des bonnes pioches pour aller remplacer Howard. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore tout à fait trouvé la mire. On n'arrive peut-être pas à les trouver dans des bons systèmes. Je trouve que ça manque un peu de créativité, moi, notamment à l'arrière. Après, Sanford peut peut-être jouer ce rôle-là des fois. Cliston, il est peut-être moins dans ce rôle-là. Je trouve un peu plus du côté solo et d'amener des points, mais je trouve que ça manque un peu de circulation de balles fluide offensivement. J'ai pas vu des très belles choses de ce point de vue-là. Quand on est sur demi-terrain, je trouve que c'est pas très très en place. Ouais. Après, bon, c'est le début de saison. Voilà, a priori, les shooters, on sait que y a un moment, ça va finir par rentrer. Ouais, exactement. Donc, je suis pas trop inquiet sur le profil de certains. Il y a un profil qui m'interroge et pourtant, j'avais été très content de sa venue. C'est celui de Mbala parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ni un 3 ni un 4. C'est-à-dire qu'on a été un petit peu vendu pour être au milieu. J'ai l'impression que là-dessus, il va falloir plus de temps que je le pensais pour qu'il trouve sa place sur le terrain. Je trouve des fois qu'il a du mal à se situer. Alors après, il amène vraiment une intensité physique sous les panneaux, de la combativité, il se jette sur les ballons. On a vu des belles choses là-dessus, mais là, sur le profil, je ne sais pas trop aujourd'hui où il se place. Ouais. Après, il y a des choses intéressantes. Justement, Kevin, Thomas vient de dire, on ne sait pas si c'est un 3 ou un 4. On a qui au poste 3 alors? On a que Gignard, c'est le seul poste 3. Pour moi, Vernizzi n'est pas un poste 3, il est trop lent pour jouer poste 3. Mbala n'a pas de shoot pour jouer poste 3, et Lang est pas assez rapide. Enfin, je le vois plus en poste 2, c'est un poste de shooter. Donc clairement, aujourd'hui, on n'a qu'un poste 3 de métier, c'est Gignard. Et pour répondre à Mbala, il a un profil très particulier. Je pense que c'était plutôt un pivot en Pro B. Aujourd'hui, on le demande de jouer poste 3 en Deep Elite. Le delta est énorme entre ces 2 divisions. Et pour répondre à la question initiale, moi je vais faire tout simple sur ce débat. Moi je pense que le CSP manque clairement de talent et il peut compenser avec son collectif et sa défense. Or aujourd'hui le collectif n'est pas réglé et la défense, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Bon, Benjamin, parce que bon, finalement, toi, tu es le seul à peu près optimiste dans cette affaire. C'est vrai. Après, bon, pour répondre, j'ai répondu à la question. Voilà, l'équipe est équilibrée. Après, voilà. C'est vrai qu'effectivement, est-ce qu'elle est équilibrée avec du talent, avec pas trop de talent? C'est vrai que c'est la grande question. Mais alors, c'est vrai qu'effectivement, la défense pour l'instant. C'est vraiment pas ça, alors qu'on nous avait vendu une équipe combative, défensive. La combativité en défense, on l'avait vu sur les premiers matchs. C'est-à-dire qu'on avait une défense qui faisait suer l'adversaire comme pas possible. Alors ils allaient marquer leur panier pour nous mettre 84 points ou un truc comme ça, si je me souviens bien. Mais voilà, on les voyait que sur chaque attaque, ils envoyaient des vertes et des pas mûres pour aller les mettre. Là, le Portel, ça a commencé déjà à pas mal pêcher sur toute la première mi-temps. Sur la défense, honnêtement, à part contre le Portel, il y a le premier carton où il n'y a pas de défense.
les 3 autres cartons sont assez cohérents en défense. Je pense que c'est plus l'animation. Les deux, parce qu'on arrive quand même à plus de 40 pions, 42 points pris à la mi-temps. Ouais, quand mais même, hein. dont 27, je crois, dans le premier. Enfin, c'est vraiment le premier quart qui ouais. nous plombe. Après, c'est pas. Alors, c'est aussi que la défense est un peu resserrée et que le Portel aussi a vendangé quelques occasions, n'a pas été très adroit non plus. Ils ont été peut-être usés par la défense. Voilà. Mais je ne pas que la défense soit si catastrophique que ça en début de saison. Elle n'est pas tout à fait en place, mais moi je suis plus inquiet sur l'animation offensive. C'est vrai que pour l'instant, la défense, c'est l'intensité qu'on a. Après, bon, voilà, elle est efficace, elle n'est pas efficace. Bon, j'ai l'impression que ça va vachement dépendre de l'adversaire. Est-ce qu'en face, on a des joueurs qui, comme on l'a vu sur le match sur l'Asvel, vont quand même être capables de planter leur panier alors qu'ils ont quelqu'un qui est collé au derrière. Bon, ça après, c'est vrai que je pense que ça va être variable en fonction des équipes. On verra. Merci Benjamin, merci Thomas. On continue le podcast, on continue l'émission avec le quiz. Donc j'espère que vous avez révisé. Donc on a fait un quiz spécial sur les joueurs à partir de 2014 qui ont été des recrues ratées. Donc il y en a eu quelques-uns. Il y avait un choix assez large finalement. On commence tout de suite. Je suis né le 18 juin 1981 à Clichy-la-Garenne. Je prends ma première licence à Corbeil-Essonnes. Et mon premier contrat professionnel, Thomas, sur le bout de la langue, ça Chicambou ? Chicambou, exact. Bravo Thomas. Une petite pige. Voilà. Au mois de décembre. L'escroc. Donc il a fait pas mal de clubs. Après, il signe son premier contrat pro à Châlons. Ensuite, il fait Autun, Saint-Quentin, Châlons-en-Champagne, Cholet, Nancy. Il revient à Chalon-sur-Saône, où là, il éclate un peu. Et c'est le moment où ils ont le titre. Et il s'engage avec Limoges en 2014. Et donc l'escroc, comme tu disais, Kevin, médaille d'argent au championnat d'Europe 2011 en Lituanie. Voilà. Qui est aux espoirs à Strasbourg, non ? C'est ça, ouais, avec un fils avec un gros potentiel. Ouais. Alors, on enchaîne. Je suis né le 28 avril 1990 à New York. J'ai fait ma carrière universitaire à Syracuse, mais je ne suis Sutherland, tracteur. Voilà. Ouais, 90. C'était l'évident, celui-là. Ouais. C'est difficile de ne pas le citer quand même. Dans le je genre, sais. le record, là. Je ne laisserai pas de grand-chose de mon passage en Limousin, hormis un souvenir ému chez les agriculteurs, puisqu'il a fait quelques représentations en tracteur. Est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu maintenant ? Il est en G-League. D'accord, ok. Il enchaîne les contrats en G-League. On voit que sa défense doit être adaptée au championnat, donc voilà, ça va. il n'y a pas de défense. On enchaîne. En tout cas, vous êtes rapide. Il faudra que je fasse plus dur la prochaine fois. Je suis né le 13 juin 1989 à Iowa City. Arrière, je signe au Limoges CSP en 2015 pour prendre la succession de Jamar Smith. Je survole Gatens. Exact, Matt Gatens. Oui, le fameux shooter qui devait remplacer Jamar Smith. Je survole la saison avec une moyenne de 5,6 points de moyenne. Il a fait un match en Euroleague. Contre Berlin, je crois. C'est ça, il a mis 4 de suite et c'était la seule fois où il avait été à peu près. Mais le pire, c'est que je crois que sur la saison, il a une bonne adresse, mais c'est le joueur qui prenait 3 tirs par match. C'est un joueur de bout de chaîne en fait. 5,6 points à 50%. J'ai regardé. Voilà, non mais 50% en soi, l'adresse, c'est le volume. Le volume était ridicule en fait. Il était incapable de se créer son shoot. Oui, c'était un joueur en bout de chaîne en fait. On devait créer pour lui. Vu qu'il n'y avait pas d'équipe à l'époque. J'aurais pu prendre Mark Payne aussi. Bon, j'ai hésité. Alors, mais est-ce que Mark Payne, c'est une erreur de recrutement ou c'est juste que ça l'a pas fait? Parce que sur le principe. Ça l'a pas fait, donc c'est une erreur de recrutement. Oui, mais sur le principe, on recrute le MVP. Enfin, c'est un des MVP de la saison précédente. Mais après. Se renseigner sur des gens capables de jouer à Limoges. Ouais, bien sûr. Mais il y en a où tu peux pas le savoir avant. Enfin, je sais pas si c'est. Payne, je suis moins critique sur le fait que ce soit une erreur de recrutement. Le point est pour moi. Oui, voilà. Alors, Matt Gatens, je finis quand même. Rupture des ligaments croisés. Il arrête sa carrière à 27 ans et il est directeur des opérations basket à l'université de Drake. Oui, messieurs. Ah oui, quand même. On continue. Je suis né le 10 juillet 1992 à Wilmington. Et Olivier Bourguin disait de moi à mon arrivée, c'est un joueur qui a changé la saison de Francfort. Adji English. Il est capable de scorer car son talent est immense. Il avait fait une bonne pré-saison. Oui, en plus, c'est ça qui est assez étonnant avec ce joueur. Il s'est complètement liquéfié une fois que la saison a commencé. Ça a été une de nos régulières coupes de novembre-décembre. C'était le Lodon Parenthèse de l'année précédente. Mais il est parti un peu plus tard. Pourtant, c'est un gars, il a gros cursus universitaire, 2000 points inscrits, 3e marqueur de sa fac. Enfin voilà quoi, c'était voilà. Bon, ça n'a pas fonctionné. Après, il était avec un coach qui n'a pas su faire briller ses meneurs pendant 2 ans. Exact. Bon, je veux pas ça c'est fait. Mettre des pierres dans le jardin de Monsieur Milling, mais quand même. Donc, qui a trouvé une glisse? Je me souviens plus. C'est Thomas. Donc 2 Ouais. points. T'as le droit de participer, Benjamin. mais. Allez, la finale entre Kevin pour au moins l'égalité ou à moins que Benjamin se réveille. Je suis né le 3 octobre 1994 à Los Angeles.
Des joueurs qui font la passe pour rien sans penser à leurs statistiques, juste pour un collectif, c'est très rare à trouver. C'est ce que nous avait dit Olivier Bourguin. On est tombé collectivement amoureux de ce mec. Josh Carter. Non, Perrantes. Perrantes, Ah, voilà, on en avait parlé en oui, plus. collectivement amoureux, c'est vrai, Perrantes, ouais, c'est voilà. On était amoureux de son jeu de passe, Euh, c'était le plus beau joueur qui ouais. puisse exister. Il avait déjà des contacts avec des équipes italiennes et tout, mais on l'a eu. Au final, j'ai joué 9 matchs et je suis allé jouer à Cholet. Voilà. Et Cholet voulait le garder, mais ils l'ont pas conservé parce qu'il a fait une connerie, je sais plus, il était parti avant la fin de son contrat ou un truc comme ça. Une histoire Ouais, de chicha, non, même pas. Non, même cette pas. Non, fois-là peut-être pas. Non, c'était qu'à Monaco, ça, avec les autres. Parce que lui c'est pareil, il nous laisse une belle photo aussi quand même. Ouais, Il n'a pas fait grand-chose, mais on a Ouais. une belle photo. Merci messieurs. Donc Thomas et Kevin à égalité de partout. Ouais, pas C'est mal. plus équilibré que la dernière fois que je suis venu. L'an dernier, j'avais marqué 0 points. Je sais plus ce que c'était comme quiz, mais Ouais, non, c'est bon là. Ouais. Bah, il faut que je fasse dans les trucs un peu plus récents parce que si je tape un peu trop dans l'ancien temps. il y a des pros ici et on Ouais, peut pas ouais. rivaliser. Ouais. Alors, on va continuer avec ce BBC et une question. Un coach étranger à la tête du Limoges CSP, est-ce une bonne idée? Alors, juste avant de commencer, un petit rappel historique sur les coachs étrangers du CSP. Alors, si l'on accepte l'icône Bozidar Maljkovic et l'année hors norme de Ivanovic en 2000, pour le reste, on n'a surtout eu que des échecs. Je vous cite en vrac, Bill Swick, Alexandre Gomelski, Zvicherf, Vlado Djurovic, vous vous en souvenez de celui-là? Non. Même pas. Bogdan Tanjevic, qui est un grand coach, très grand coach, mais qui n'a pas fait une saison extraordinaire à Limoges. Ils ont été éliminés en play-off. Zare Markovski, qui n'a pas pu empêcher la descente. Panagiotis Giannakis, pour moi presque le pire. Et Dusko Vujosevic, le dernier. Donc c'est quand même pas terrible. Alors là, on prend un coach qui a une énorme expérience, c'est clair. Mais d'un autre côté, ça faisait un petit moment qu'il était un petit peu blacklisté. Alors pour vous, est-ce que Limoges prend un risque à prendre Alfred Yulbe pour coacher son équipe? Benjamin. Bah déjà, j'ai envie de dire, il parle français. Pour qui les avait- presse, c'est bien, hein, en tout Ce qui, cas. ce qui avait, nous, ce on qui avait- apprécie. ce qui avait, manifestement posé pas mal de problèmes à Douchko lors de son passage, puisque c'est vrai qu'effectivement on se rappelle des temps morts où il était obligé d'avoir son traducteur juste à côté pour faire passer son message et manifestement ça lui prenait quand même un certain temps. Après, Même si Alfred, je pense qu'il doit faire ses temps morts en anglais. hein. oui, il y a des chances, ouais, mais bon. Mais au du moins, coup, voilà, il n'y a pas de traducteur. Il a l'air d'être moins bilingue de ce côté-là, donc déjà c'est pas mal. Après, bon, moi personnellement, je trouve que c'est toujours une bonne chose dans le championnat de France, vu comment il est un petit peu, très souvent en circuit fermé au niveau du coaching. Je trouve que c'est toujours bien d'apporter du 109. Et puis bon, je veux dire, l'Asvel et Monaco vont pas s'en plaindre non plus. Mais non, après, moi de ce côté-là, c'est pas pire qu'un coach français, je pense. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit là que Limoges prenne le plus de risques que cette saison, Ouais. moi. Ouais. Plus on l'a dit sur l'effectif ou des choses comme ça, sur le. Enfin, après qu'il soit étranger ou pas, on l'a vu, moi je trouve au championnat du monde, c'est pas mal aussi d'amener des coachs avec cette culture-là du basket ibérique. Oui, parce Alors qu'on même avait- si on ne avait voit jamais peut-être pas testé encore trop sur le espagnol, terrain Non. aujourd'hui, moi c'est une culture basket. C'est vrai qu'on a tendance à toujours regarder vers les pays de l'Est quand on parle de coach étranger à Limoges. Et après tout, je trouve que la culture espagnole, on a des choses à apprendre là-dessus. Il nous a quand même, je pense, c'est à mon avis en grande partie grâce à lui, fait venir Atoumane Diane. Et sur l'équipe, pour moi, c'est déjà une des premières satisfactions. Alors, tout n'est pas parfait. Il va falloir aussi qu'il apprenne à gérer ses fautes, ces choses-là. Ouais. Mais bon, il a 20 ans. Il y a 20 ans. Il a 20 ans, c'est un pivot de 20 ans. Je trouve que déjà, il montre des très belles choses à son âge. Ça, on a pu l'avoir grâce à Joulbé, je pense. Enfin, à mon avis, Oui, c'est sûr. Voilà, ouais, enfin, ouais, c'est ouais. sûr. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est pas forcément un risque. Enfin, c'est un risque comme tous les coachs à Limoges. J'ai envie de dire, même un coach français, il y a une pression ici. Il y a des... À la limite, il connaît la pression. Il sait ce que c'est qu'une ville qui est passionnée de basket. Ouais, moi je suis plutôt confiant. Puis surtout, il y a l'air d'y avoir par rapport à Crawford Palmer, du coup, qui est aussi le nouveau directeur sportif. Voilà, Vraie ils ont l'air connexion. d'être Vraie une vraie connexion. connexion. Ils se connaissent très bien. Donc a priori, voilà, on peut partir du principe que s'il y a des choix qui sont faits, ils sont faits sur toute la ligne entre eux deux. Kevin. Moi, très clairement, je pense qu'ils ont pris un risque par rapport au passé d'Alfred. Après, moi, je demande, généralement, au CSP, les entraîneurs n'ont jamais eu le temps de s'investir sur la durée.
je demande à ce qu'il nous fasse, à ce que Yoube nous fasse mentir sur la durée. En fait, ses préceptes, lui, c'est de s'inscrire sur la durée, de faire de la formation. Comme tu le dis, si dans 2 ans, Diagne nous fait gagner le titre de champion de France, je ravale ma trompette. Hein. Mais je pense qu'on a pris un risque en prenant ce coach qui ne connaît pas le championnat et qui reste sur plusieurs années sans avoir coaché. Après, j'espère qu'on nous fera mentir et j'espère que sur la durée, il pourra s'installer et qu'il sera en adéquation avec les nouvelles valeurs de l'équipe dirigeante du nouveau CSP. Quoi. Ouais, le gros problème des coachs étrangers, et surtout les derniers qu'on a eu, c'est qu'il n'y en a aucun qui a réussi, tout simplement. Et puis ils étaient incapables de s'adapter à la Pro A. Donc là, aujourd'hui, on voit arriver un coach qui a longtemps coaché effectivement en Espagne, mais qui a eu après un trou, qui a été entraîné des filles, des choses comme ça. Alors effectivement, au niveau expérience, c'est sans doute un plus. Mais maintenant, est-ce qu'il va s'adapter à la Pro A? Tout le monde dit que la Pro A est un championnat particulier. Giannakis a quand même eu la force de faire déjouer Joe Gomis. Oui, mais donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce risque-là avec, on l'a même vu l'année dernière à Monaco avec un grand coach comme Filipovski en début de saison qui n'arrive pas du tout à adapter son équipe à la Pro A, alors qu'on a vu que quand les joueurs de Monaco se mettent à courir, on l'a vu en deuxième partie de saison, ça déménage. Ça, je suis d'accord, mais ce que je vois aujourd'hui du CSP, c'est un CSP qui est plutôt adapté à la Pro A dans le sens où il est quand même athlétique et ça court. C'est pas ça le problème aujourd'hui du CSP, c'est pas forcément cette dimension-là. Les coachs étrangers souvent qu'on a vus qui sont pas adaptés, c'est plutôt ils ont essayé peut-être de faire un jeu trop posé, trop à l'européenne et peut-être pas assez athlétique par rapport à la Jeep Elite. Je ne sais pas si c'est le coach là qui va... Et juste pour modérer mon propos, les premiers retours des joueurs qu'on a eu nous en interview, ils nous disent que Yoube a quand même un souci extrême du détail, donc ça c'est très intéressant dans la rigueur et dans le perfectionnisme, et qui laisse quand même pas mal de liberté à ses joueurs sur le terrain. Il y a ces 2 aspects qui plaisent aux joueurs fondamentalement, donc en espérant que ça marche justement. Benjamin, ouais, pour conclure. C'est vrai qu'effectivement, moi, c'est 2 choses que j'ai... Enfin, déjà, ce qu'on disait, le fait qu'il ait eu plusieurs expériences, est-ce que ça fait pas aussi... ça ne rend pas plus... Voilà, sa richesse et de fait, est-ce qu'il va pas être plus flexible justement pour s'adapter au championnat? Et c'est vrai qu'effectivement, ouais, comme dit Kevin, moi, c'est quelque chose qu'on a tous remarqué assez rapidement et que j'aime beaucoup, moi, avec ce coach. C'est vrai que, voilà, il prend les joueurs un par un, il va les voir... il les prend de côté, il leur explique, il a l'air de bien poser les choses avec eux. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, si effectivement déjà les joueurs ça leur va. Tout en pouvant sanctionner, on l'a vu avec Boutsielé contre le Portel. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, après, sur la question de la durée des coachs, c'est effectivement un vrai problème à Limoges depuis 15 ans, mais c'est pas vrai qu'aux coachs étrangers. Les coachs français, on n'en a aucun qui est resté un moment depuis... pas Gomez quoi. C'est 18 mois là sur les dernières années. Voilà. Bien, merci messieurs, ce nouveau débat est terminé. On poursuit et on attaque la dernière ligne droite déjà de ce podcast avec un dernier débat sur la politique jeune que le Limoges CSP veut et va mettre en place. Alors, moi je vous pose une question sans doute polémique, provocante, et effectivement. Est-ce que c'est tout simplement pas un aveu de faiblesse? On n'a pas les moyens de faire autre chose, on n'a plus les moyens de faire venir, comme à une certaine époque, des grands joueurs. D'avoir un budget disproportionné pour pouvoir faire venir des grands talents. Donc on se dit, on va faire de la formation. Donc aveu de faiblesse ou pas? Ouais, juste pour compléter et pour répondre directement, en fait, c'est un aveu de faiblesse qui, dans la bouche de Claude Bolotny, il l'a dit tout simplement dans une interview en début de saison. Pendant des années, on a eu les meilleurs joueurs, on a gagné des trophées, donc on ne se soucie pas de la formation. Maintenant, on est obligé de le faire. Et finalement, ça répond directement à ta question. Il a dit lui-même qu'aujourd'hui, on est obligé de s'intéresser à la formation. Merci Kevin, le débat est terminé. Non, il a dit lui-même que pendant des années, tu n'avais pas de souci, vu que tu avais les meilleurs joueurs, tu avais de l'argent et tu gagnais des trophées. Donc tu n'avais pas de souci de former des joueurs. Au-delà de l'aveu de faiblesse, il y a peut-être aussi le risque, c'est qu'on va former des jeunes qui vont être bons, puis qui vont rester 1 an ou 2, et Limoges n'arrivera jamais à tirer les vrais bénéfices de cette formation. Après, ça dépend, parce que si par exemple on les forme et qu'ils partent en NBA, les retombées financières en tout cas peuvent arriver assez vite. Ouais, c'est un sur combien ça? Voilà, après aveu de faiblesse, là de maintenant. Peut-être pas, parce que c'est plus un aveu de faiblesse finalement d'années passées à un peu avoir ce fil rouge de dire on va faire de la formation, puis au final on a déjà les problèmes des groupes pro à gérer, donc finalement on n'en fait pas. Là cette année, déjà ils ont l'air de mettre les actes avec le discours, puisque on voit que les contrats pro espoirs, ils ont du temps de jeu. Et on a recruté un coach formateur, justement. On parlait du coach, à la limite, pour une fois, il y a des actes. Et son adjoint aussi. Et son adjoint aussi. Je veux dire,
hier soir, effectivement, le match a été ce qu'il est, mais Timothée Cruzol, il rentre et il a des minutes de jeu. Donc, effectivement, là, pour une fois... des paroles aux actes. Voilà, parce qu'avant, on nous disait oui, on va faire de la formation, et puis au final, les pauvres petits jeunes sur le banc, c'est Basile, 30 secondes. Ils ont 30 secondes en fin de match. C'est ça. Là, voilà, on a un coach qui a l'air de vraiment, pour le coup, vouloir les responsabilités en plein match, alors qu'il y a des séquences importantes à faire sur le terrain, quoi. Après, moi je reste un supporter, hein, et donc comme tout supporter, je suis impatient et moi je m'en fous un peu de savoir qu'on gagne le trophée du futur si on n'est pas en play-off. Hein. Enfin, je veux dire très clairement, c'est aussi le risque qu'on est à Limoges. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne des trophées et c'est vrai, hein, c'est un peu le côté immédiat de la pression ici. Même si nos espoirs font une bonne saison, mais que le groupe pro finit 10e, moi je serais pas content. Hein. Donc je le reconnais, je veux bien qu'on s'intéresse à la formation, mais il y a clairement, je pense aussi, un aveu de faiblesse, hein, Kevin l'a bien résumé, on n'a plus trop le choix, quand on voit là, les budgets qui sont sortis. Ouais, c'est ce que je voulais dire. On l'a vu, hein, les budgets, là, Villeurbanne, ils ont dépassé les 10 millions de budget. Ils sont à 11 et Monaco sont à 9 aujourd'hui. On va pas les revoir. Comment tu peux gagner? Tu parles de trophée aujourd'hui, tu peux pas gagner. Peut-être une Coupe de France ou un truc comme ça, si on arrête de les brader. Et donc, tu es obligé de passer par la formation aujourd'hui en espérant, comme tu disais, avoir une pépite. Et si tu l'as depuis les cadets, la développer et en faire un vrai prospect dans les années futures. Quoi. Mais après, voilà, moi, au-delà de ça, la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir des trophées? Parce qu'on n'a pas d'argent, on fait de la formation, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour avoir des gros budgets et avoir des gros joueurs. Donc, on fait de la formation, mais est-ce qu'on va avoir des gros joueurs pour gagner quelque chose? A priori, non. On n'est peut-être pas encore tout de suite en train de dire c'est bon, on ne gagnera plus rien ici. Je pense qu'on a encore sur la scène nationale des choses à défendre, ne serait-ce parce qu'on a quand même une salle qui est à domicile en play-off, il faut venir gagner ici. Les coupes, on ne sait jamais. On l'a bien vu avec les nouveaux formats à barricade de la Ligue, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on jouera la finale par tirage au sort. On ne sait jamais. Donc on peut peut-être gagner un trophée sur un malentendu. L'Asvel, moi je vais attendre voir l'Asvel après 80 matchs d'Euroleague, dans quel état ils seront. Si je devais mettre une pièce aujourd'hui, je la mettrais plus sur Monaco. Voilà, il y a des choses. Pour moi, c'est pas mort. Alors, je dis pas que cette année, l'équipe de l'année d'aujourd'hui va ramener un trophée, mais avec un peu plus de budget, avec un ou deux jeunes qui percent, un recrutement intelligent, pourquoi pas, le championnat de France étant ce qu'il est, on ne sait jamais. Bon. Parce que c'est vrai qu'effectivement, souvent, les années précédentes, le recrutement et, comme on a dit, le fait que les coachs restaient jamais bien longtemps, c'était souvent la pièce lancée en l'air. C'est-à-dire que les années où ça tombe bien, on est champion de France 2 fois de suite. Les années où ça tombe pas bien, on fait même pas les playoffs. Enfin, on avait des joueurs de talent quand même, hein, voilà, quand on est champion de France. Voilà. Donc, mais bon, je veux dire, voilà, et des gros joueurs. C'était toute la combinaison un petit peu d'aléatoire de est-ce qu'on faisait le recrutement, on essayait d'aller chercher des talents, des joueurs moins talentueux, plus de devoirs, et après l'osmose prenait ou pas. Mais voilà, il y a une différence quand même de concurrence. En 2014-2015, je pense qu'on peut refaire un effectif comme 2014 aujourd'hui. 2014, il n'est pas impossible à avoir. Cet effectif, c'est un recrutement intelligent, c'est des choses-là. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas d'Armada en face. Il n'y a pas un club qui a 11 millions de budget, qui a 14 pros, etc. Donc ça passe parce qu'on luttait à armes égales en fait, avec les autres. On a juste fait un meilleur recrutement cette année-là. Là maintenant, on n'est plus à armes égales. Quoi. Un mot Herman, on ne pourrait plus l'avoir. Oui, mais c'est un moment qui se relance en fait. Oui, on peut avoir un joueur qui se relance. Conjoncturellement, c'était le bon moment. Voilà. Comme on a eu Westermann. Exactement. Merci messieurs, c'est la fin de ce débat. Et on arrive maintenant en toute fin d'émission pour les trophées. Alors, je vais commencer. Moi, je vais attribuer 2 trophées. Le premier, le trophée Matt Gatens à Hugo Ivernizzi. Parce que pour l'instant, le tireur d'élite du Limoges CSP, il a perdu son shoot. Et j'attends avec impatience une prochaine émission pour lui attribuer le trophée Kyle McAlarney. Ça voudra dire qu'il aura retrouvé son shoot et je l'attends vivement, très vite. Deuxième trophée, j'accorde le trophée Frédéric Sarr à Mehdi Mari en lui souhaitant la même carrière. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il remplace Michel Gomez, Alfred Julbé. Je dis juste que Fred Sarr a commencé adjoint de Michel Gomez et qu'on sait la carrière qu'il a eue derrière. Et c'est tout ce que je souhaite à Mehdi Mari qui arrive en Pro A, mais pas qui remplace Alfred Julbé cette saison. C'est pas ce que je veux dire. Surtout, ne vous y trompez pas. Voilà. On continue avec les trophées. À toi, Benjamin. Alors, moi, j'ai le trophée Fred Weiss que je vais remettre à Touman Diagné, justement, parce que, voilà... Diagné, tu dis, toi? Oui, pourquoi bon, c'est non, je sais pas. Diane, ouais. Diane. Bon, c'est pas grave, on valide.
Parce que voilà, il s'inscrit dans cette tradition des grands pivots qu'on aime bien à Limoges, surtout si on va l'aimer encore plus si nous fait de plus en plus de cartons dans la raquette. Et mon deuxième trophée, c'est le trophée que j'ai appelé du banquier suisse, que j'attribue à la LNB, vu le gros pourcentage qu'on a cette année de budget encadré, hein, même sur des très gros comme l'Asvel, ce qui m'a d'ailleurs pas mal surpris, l'Asvel et Monaco en budget encadré. Bon. Je trouvais ça un peu surprenant, mais voilà, bon. Ils ont l'air de ne pas vouloir prendre de risques au niveau financier, donc le trophée du banquier suisse. Parfait. Merci Benjamin. Thomas, on t'écoute. Alors moi, je vais décerner le trophée Gilbert Montagnier à la personne qui compte l'affluence à l'Astrobal. Je n'arrive pas à comprendre les chiffres d'affluence qui sont communiqués à l'Astrobal. Pour avoir des amis qui vont régulièrement voir des images, ça me paraît inconcevable de voir qu'il y a un taux de remplissage affiché de 90% et la moitié des sièges vides. Donc voilà, petit message passé. Et le trophée Ted Place, alors c'est Placed à l'envers, à Brian Conklin, qui est en train de nous faire l'inverse de Ted Placed, c'est-à-dire que son retour ici, son deuxième passage, me paraît bien meilleur que le premier. Notamment à Placid qui avait quand même pas mal déçu la deuxième. Ouais, alors qu'il avait été très bon la première fois. passage. Et on s'attendait à ce qu'il soit encore meilleur la deuxième fois. Ouais, mais raté. Bon. Il a récupéré des mains entre temps, Brian Conklin. Il a enlevé ses gants et ça fait beaucoup de bien. Après, si on se rappelle bien, son premier passage à Conklin, sa fin de saison était intéressante. Il avait été très intéressant en playoff. On avait un peu regretté quand même qu'il prolonge pas. Non, enfin, pas tout le monde. Bon. Kevin, alors, je vois que tu as encensé Atoumanian. Je lui décerne le trophée Fréjus Zerbo. Hier soir, il a pris 3 fautes en quelques minutes. 4 en 7. Voilà, c'est ça. Il n'a pas joué parce qu'il a été sanctionné par les fautes. Je pense que par rapport à Diagné cette saison, en fait, ça sera sa proportion à prendre ou à pas prendre de fautes, justement. Je me souviens au tournoi de Boulazac, là, en début de saison, il avait fait un très bon match où, l'inversement, le lendemain, il avait été touché par les fautes et c'était plus compliqué. En fait, ça va être la capacité à être bien sifflé ou pas par les arbitres. Et je pense que sa progression se situera là. Hier, on l'a pas vu parce qu'il a été durement sanctionné. C'est le problème qu'on a de toute façon généralement avec les grands pivots comme ça. Hein, c'est vrai que... Et pour finir, mon trophée Pudgeter à Semaj Christon. Pudgeter est le dernier meneur américain qui m'a fait rêver au Limoges CSP. Et pour l'instant, je touche du bois. Semaj Christon a un premier pas quand même qui est assez excitant. C'est un assez beau joueur. On voit qu'il a du talent en plein les mains. On voit qu'il a la volonté aussi de faire jouer l'équipe. Je pense qu'hier, il s'est retrouvé à jouer tout seul parce que malheureusement, c'était un peu statique et qu'il n'avait pas beaucoup de solutions. Mais il a beaucoup de talent et pour l'instant, c'est un très beau meneur américain. Le dernier qui était comme ça, il avait beaucoup plus de talent, c'était Pudgeter. C'est vrai qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le match contre Pau, il m'avait impressionné à mettre des vents à ses vis-à-vis. Les mecs Pau en face, ils sont pas terribles. Ouais, bah oui. Et non, puis le panier qu'il prend à la fin du match contre le Portel aussi, fallait y aller quand même. Fallait le mettre. Voilà. Merci messieurs, merci Benjamin, merci Thomas, merci Kevin. C'est terminé pour ce BBC de rentrée. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook, Le Populaire Sport, sur notre site internet, lepopulaire.fr. N'hésitez pas à partager, à commenter et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro de BBC. Salut à tous. Merci. Merci.